Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue donc pour ce webinaire qu'on a intitulé La responsabilité sociétale des entreprises, une prise de conscience dans la crise. C'est un sujet, vous le voyez aujourd'hui, qui devient extrêmement important dans notre société, qui est conjointement organisé par la Maison de la Nouvelle-Aquitaine qui est située à Paris et le CESI de Bordeaux, donc le campus d'enseignement supérieur et de formation professionnelle. Alors, on va être ensemble jusqu'à 20 heures et donc bien évidemment vous qui êtes avec nous en ligne, vous allez pouvoir poser vos questions tout au long de cet échange, de ce webinaire, et vous allez aussi pouvoir répondre à un sondage qu'on va vous faire passer sur cette question justement de la RSE. Mais avant de débuter justement, on va passer, parce qu'on a trois experts qui sont avec nous en ligne, on va passer la parole à Sébastien Fort, qui est le directeur de la Maison Nouvelle-Aquitaine à Paris, et qui initie ces soirées et nous accueille évidemment en ligne et pas physiquement, exceptionnellement. Bonsoir à toutes et à tous. Merci. Alors en effet, c'est moi qui ai le plaisir avec toute l'équipe de vous accueillir à la Maison de la Nouvelle-Aquitaine. Vous accueillir non pas physiquement, mais sur cette nouvelle forme de rencontre, en vous demandant d'excuser la présidente de la maison, Christelle Piochot, et puis le président du conseil régional, Alain Rousset. Alors, en fait, depuis 2 ans, on organise des tables rondes avec les anciens étudiants d'établissements d'enseignement supérieur néo-aquitains. Et cette année, en 2021, c'est une dizaine de rendez-vous, le deuxième ce soir, après un sur l'hydrogène il y a une quinzaine de jours. Pourquoi est-ce qu'on fait cela, nous, Maison de la Nouvelle-Aquitaine? Eh bien, nous sommes l'ambassade de la région, de ces territoires, de ces acteurs. C'est-à-dire qu'on a pour objet la valorisation des destinations, des produits, des savoirs, des savoir-faire de la région. Alors, pour faire notre travail, bien sûr, on montre les paysages, on fait goûter la gastronomie, on raconte la qualité de vie. Et c'est d'ailleurs le message pour tous les alumni qui ont quitté la Nouvelle-Aquitaine après leurs études. À travers ces soirées, on veut leur faire durer leur attachement à la région dans sa diversité. J'en dis un petit peu plus sur ce que vous trouvez à la Maison de la Nouvelle-Aquitaine à Paris, donc située rue des Pyramides, en plein centre de la capitale. D'abord, c'est un centre d'affaires pour vos réunions et vos rendez-vous sur Paris. Et puis, c'est un lieu d'événements et de rencontres lorsque la situation sanitaire le permet. C'est un point restauration, avec des plats remportés en ce moment, bien sûr. Et puis, c'est une boutique de produits régionaux. En avril, je fais une parenthèse, vous y trouverez à prix direct producteur des délices solides ou liquides du Lot-et-Garonne. Vous savez qu'on dit du Lot-et-Garonne parfois qu'il est le jardin de la France. Et c'est le Lot-et-Garonne qui est à l'honneur de la Maison de la Nouvelle-Aquitaine en avril. Mais la Nouvelle-Aquitaine, la région, c'est aussi une dynamique économique et une dynamique d'innovation. Et puis, c'est aussi la recherche, le savoir, la science. Et voilà pourquoi notre travail d'ambassade, il passe aussi par ces échanges avec des étudiants, avec des chercheurs, avec des entrepreneurs, avec des experts. Je voudrais remercier le CESI qui vont se présenter, Madame Dupont, avec qui nous avons préparé cette rencontre autour de la responsabilité sociétale des entreprises. Je sais, oui, que la question intéresse et que dans la période qu'on traverse, beaucoup de structures se posent leur question de leur impact sur la société, sur la planète. C'est le cas de la Maison de la Nouvelle-Aquitaine. Actuellement, nous travaillons sur une nouvelle ambition, sur un projet actualisé. Et naturellement, nous avons intégré des préoccupations environnementales, notamment à cette réflexion. Je voudrais remercier l'ensemble des intervenants de ce soir. Merci de votre participation et remercier Nicolas César qui donc prend la main pour animer cette discussion. Enfin, à nos côtés également pour ces soirées avec les alumni, nos mécènes, et je remercie pour leur soutien précieux EDF et le Crédit Mutuel du Sud-Ouest, et notamment son directeur, M. Moulin, qui doit être connecté ce soir. Voilà, mais bon, comme il est bientôt 19h et bientôt l'heure de l'apéritif, comme la fois précédente, on vous propose, avant de débuter nos échanges, de découvrir un produit de Nouvelle-Aquitaine. Alors, pour trinquer tous ensemble ce soir, j'invite Pauline de la brasserie Georgette à nous raconter, si elle veut bien, sa totale reconversion professionnelle. Je crois qu'il l'a amené à poser ses valises à Saint-Georges-de-Didonne. Pour ceux qui ne situent pas, c'est en Charente-Maritime, et à produire d'excellentes bières qu'on a testées à la Maison de la Nouvelle-Aquitaine. Voilà, donc à la vôtre, et puis bonne table ronde. Bonsoir Merci, à tous. Sébastien. Voilà, effectivement, Sébastien a bien introduit tout ça. Donc moi, j'étais comme vous plutôt sur Paris. J'ai eu il y a maintenant près de 2 ans l'envie de faire autre chose et je me suis lancée dans la brasserie artisanale.
Donc, une brasserie que j'ai mis le temps de monter et de lancer, comme je disais, à Saint-Georges-de-Lidonne. C'est juste à côté de Royan, pour ceux qui ne savent pas forcément. Donc, on est à l'embouchure de l'estuaire, donc à l'entrée de la bouche de la France. Et donc là, j'ai choisi, moi, de faire pas mal de choses un petit peu différentes par rapport à beaucoup de collègues. Déjà, donc sur la partie des bières, je propose des bières en canette. Donc ça, c'est une petite influence du Canada où je suis allée me former parce que mes frères habitent là-bas. Donc c'est un pays qui a une forte culture bière et qui m'a beaucoup inspirée sur cette création de brasserie. Et donc on a toute une gamme, voilà, très colorée de bières un petit peu différentes et qui viennent proposer en fait des parfums assez variés. Donc on a des choses auxquelles vous allez être peut-être plus habitués avec, vous voyez, par exemple celle-ci c'est une India Pale Ale. Après on va proposer des choses qui sont par exemple ici une bière au gingembre, donc avec du gingembre frais, voilà, qu'on vient mettre en fin d'ébullition dans la partie donc fabrication. Et puis donc celle-ci qui est présente à la Maison de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'à ce soir, je crois, qui est une bière à la crème de pinot. Donc là, c'est vraiment quelque chose de local. Le pinot, donc ça vient de la Charente-Maritime. On est sur un monsieur qui s'ennuyait à mécher au premier confinement et qui a inventé donc la crème de pinot. Et donc pour la petite histoire, il allait voir un petit peu tous les brasseurs de la région. Donc son idée, c'était je pense qu'on fasse des Monaco. Donc il faut surtout pas aller voir des microbrasseurs pour leur proposer de mettre des choses dans la bière parce qu'ils aiment pas ça du tout. Mais moi, ce que je vais proposer, c'est de venir brasser avec sa crème de pinot. Voilà, donc c'est qu'on a quelque chose qui va avoir une petite attaque un petit nez vineux. Donc on va retrouver cette notion-là de pinot. Et puis après, en goût, on a quelque chose de très rond, de très facile à boire. Je vais vous montrer ça donc en vrai. Donc là, on a le petit pop qui vous donne envie normalement vous-même de votre côté d'ouvrir quelque chose et de pouvoir déguster une bière. Donc voilà, donc on est sur une couleur, vous voyez, assez melon, donc qui est voilà, très représentatif aussi de la Charente-Maritime. Hop, je vous montre un peu plus haut. Ouais. Voilà, ouais. Et oui, donc voilà, on va retrouver quelque chose de très facile à boire, qui a donc une jolie couleur. Alors on voit pas toujours la couleur, ça dépend de la lumière, mais voilà, on est sur quelque chose assez clair, assez limpide. Et donc voilà ce que je dis, c'est il va y avoir ce petit nez un petit peu vineux qui va évoquer le pinot, et puis après on va avoir donc ce petit goût melon qui est tout facile à boire. Voilà. Donc la brasserie Georgette, ça vient de deux choses. Donc déjà parce qu'on est à Saint-Georges-de-Lidonne, et ensuite effectivement c'est que moi, donc dans mon idée de reconversion, j'avais envie d'avoir des affiches qui ressemblent aux affiches des années 30. Donc on a toute une gamme, voilà, de bières qui va reprendre ces choses-là avec des visuels, voilà, très variés, mais qui viennent évoquer ces affiches des années 30 pour lesquelles on est venu jouer, on est venu donc travailler pour faire vraiment des bières qui ont une personnalité et tout un tas, voilà, de couleurs qui viennent se mettre. Voilà. Et si ça vous intéresse d'en savoir plus, donc en fait sur les canettes, vous allez retrouver beaucoup de bandes dessinées. Donc j'ai la chance d'avoir un frère qui est illustrateur de bandes dessinées et qui du coup a fait deux choses. Donc moi j'ai raconté mon projet sur internet, donc vous pouvez retrouver tout ça sur le site de la brasserie, donc www.brasseriegeorgette.com, et là vous allez pouvoir suivre un petit peu pourquoi j'ai fait ça, comment je me suis lancée. Et vous allez retrouver aussi ce petit personnage d'expert qui est en fait un peu un cliché d'un brasseur québécois avec une grosse barbe et des tatous, et qui lui vient plutôt démocratiser des sujets sur la bière, donc vous expliquer un petit peu les origines de la bière, les bières et les femmes, comment déguster une bière, ce genre de choses-là, de façon assez ludique, voilà, pour que vous appreniez tout en lisant des petites bandes dessinées faciles d'accès. Voilà. C'est une bonne mise en bouche pour commencer ce webinaire. On le voit sur le chat, ça donne envie, comme disent certains. Absolument. On va poursuivre maintenant avec Anne Dupont, qui est directrice de l'école de l'alternance, l'école de formation des managers au CESI, et qui va nous expliquer justement la spécificité de cette école et puis pourquoi ils ont choisi d'organiser un webinaire sur la RSE avec la Maison de la Nouvelle-Aquitaine. Très bien, je vous remercie de me donner la parole, Nicolas. Je souhaitais déjà remercier Sébastien Hautfort pour avoir enclenché cette démarche avec CESI Bordeaux. Effectivement, vous expliquer peut-être en deux parties déjà ce qu'est le CESI pour les personnes qui sont sur cette conférence et ne nous connaissent pas, et ensuite en quoi effectivement s'inscrit le CESI aujourd'hui dans cette démarche RSE. Donc le CESI, nous, ça fait bientôt plus de 60 ans qu'on existe en France. On a été créé sur le besoin en fait de grands groupes industriels comme Renault ou Snecma qui souhaitaient faire monter en compétence leurs techniciens sur des postes d'ingénieurs. Et le CESI a été créé sur ce besoin-là.
Aujourd'hui, donc, on est pionnier dans l'apprentissage, on va dire, en France, hein, depuis maintenant 1989, donc ça commence à faire quelques années. On a aujourd'hui au sein du groupe 3 écoles spécifiques, donc l'école d'ingénieur dont je viens vous parler, sur une école en 5 ans avec un cycle préparatoire et un cycle ingénieur intégré. On a effectivement l'école supérieure de l'alternance avec aujourd'hui le développement de l'apprentissage qui se fait de façon de plus en plus conséquente, hein, d'ailleurs avec les aides aujourd'hui que les entreprises obtiennent grâce aux lois qui sont passées voilà, sur les aides financières, voilà, on arrive à développer de plus en plus l'apprentissage. Et la dernière école qui est l'école de formation des managers et qui s'adresse plus particulièrement à l'école à former les salariés en fait en entreprise. Voilà. Donc plusieurs domaines d'expertise à saisir. Alors c'est vrai qu'on développe beaucoup sur Bordeaux l'informatique et la communication digitale, mais pas seulement. On a aussi les domaines donc des ressources humaines. On a le domaine des QSE et on va en parler plus précisément par la suite, la performance industrielle, le BTP et également le management. Donc voilà nos domaines, nos filières d'excellence, hein, comme on les appelle en interne. Voilà pour la présentation globale, des quelques chiffres clés pour que vous ayez aussi une idée peut-être de l'envergure aujourd'hui du groupe CESI en France et aussi ailleurs. C'est 25 centres CESI sur le territoire français. Nos chiffres, eh ben, c'est aujourd'hui 1100 salariés. Hein. Moi, quand je suis arrivée à CESI en 2014, on était 600. On est aujourd'hui plus de 1100 personnes, donc un développement croissant. C'est 24 000 apprenants par an, hein, que ce soit des salariés, des futurs ingénieurs ou des alternants. On a aujourd'hui à peu près 56 diplômes et titres, que ce soit sur le diplôme d'ingénieur, mais également sur nos titres RNCP, hein, qui se développent sur le répertoire donc, des certifications nationales de professionnels, qui dépendent donc, du ministère du Travail. Et c'est aujourd'hui 10 000 entreprises partenaires qui nous font confiance, avec lesquelles nous travaillons effectivement sur la partie stage pour l'école d'ingénieur, mais aussi pour la partie alternance, sur la partie apprenti et contrat de professionnalisation. Et enfin, un dernier chiffre qui est assez parlant, et Denis Corré aujourd'hui et Frédéric Petit sont là pour en parler également sur nos intervenants experts sur leur domaine d'expertise et qui interviennent sur nos programmes de formation. Voilà, et je les salue aussi parce qu'ils font un excellent travail et c'est quelque chose qui nous remonte beaucoup de nos apprenants. Ils sont très heureux d'avoir des experts dans leur formation. Voilà à peu près pour le CESI dans les grandes lignes, j'ai envie de dire. Après, voilà, comment CESI aujourd'hui s'inscrit dans cette démarche RSE. Donc, dans la continuité hein, de la loi Grenelle de 2009, le CESI a développé donc cette charte de RSE. Sur différents axes, 4 axes principaux. Le premier axe, ce serait effectivement au travers de nos formations, bien sûr. On va développer des formations spécifiques sur cette thématique RSE, que ce soit dans nos filières QSE, RH, BTP, dans toutes nos filières, en fait, on inscrit cette démarche. Alors, ça va être, par exemple, je pense au Green IT sur l'informatique, je pense au codage avec moins d'énergie, effectivement, sur l'informatique aussi, mais il y a différents projets aussi qui sont menés par nos apprenants dans une démarche RSE. Et ce contenu de nos formations, en fait, est aussi développé sur un deuxième axe, qui est l'axe de recherche. Donc, on a aujourd'hui des thématiques, par exemple, je pense aussi à l'industrie du futur, je pense à l'innovation pédagogique que l'on développe dans nos projets de recherche. Donc, ces projets de recherche vont s'inscrire par la suite dans nos programmes de formation. Donc, ça, c'était plutôt le deuxième axe. Le troisième axe, on va le retrouver effectivement sur la gestion environnementale. Donc là, qui va s'inscrire plutôt en interne à CESI. Hein. Aujourd'hui, j'ai un exemple en tête. On va participer à sensibiliser les différents acteurs à des transports plus doux. On participe, par exemple, tous les ans au challenge mobilité. Donc, on incite nos collaborateurs à faire du covoiturage, à utiliser le vélo. Alors, quand on n'est pas trop loin, hein, bien sûr, parce qu'effectivement, quand on habite à 30 km, ça devient un peu plus compliqué. Mais voilà, donc on incite nos collaborateurs dans ce sens. On a aussi le tri des... Alors, on va y revenir hein, tout à l'heure, de toute façon, Anne Dupont aussi. Il y aura des questions, je pense, bien sûr, de la part justement des internautes sur ces sujets. On va commencer, merci Anne Dupont, sur justement, en fait,
cette table ronde. Pourquoi on a choisi ce thème? Parce que justement, on est convaincu que demain, la RSE va jouer un rôle crucial dans les entreprises, quel que soit le secteur d'activité. Aussi bien en fait pour séduire les clients qui sont de plus en plus exigeants sur l'impact environnemental des sociétés, que pour attirer aussi justement des talents, notamment parmi les jeunes générations qui sont en quête de sens au travail avant tout. Et cette crise sanitaire a encore accru justement cette tendance. Alors ces dernières années, on a plusieurs études qui ont déjà montré que la responsabilité sociétale des entreprises était corrélée en fait à leur performance économique. Il y a une étude par exemple en 2016 qui est assez intéressante de France Stratégie qui montre que les plus vertueuses avaient des résultats économiques 13% supérieurs aux autres. Alors avec nos experts justement ce soir, on va voir comment la RSE peut devenir un levier de croissance et quelles sont justement les clés de la réussite. Alors, il y a avec nous donc Denis Corret, qui est dirigeant d'une PME régionale REP, qui est très actif sur ces questions. Frédéric Petit, qui est le vice-président de l'UNEA, l'Union nationale des entreprises adaptées, et qui est président aussi de la commission environnement et développement durable au sein de la CPME Gironde. Et Lucie Guillemino, qui est diplômée saisie et qui est devenue justement responsable RH, qui a abordé en fait le sujet de la RSE à l'occasion de son mémoire de fin d'études. Mais on va commencer avec vous, justement, Lucie Guillemino, puisque pourquoi aujourd'hui la RSE n'est pas forcément perçue comme une opportunité de gagner en performance économique par les PME, alors qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a des études déjà qui le montrent depuis 2016. Pourquoi c'est pas encore rentré totalement dans les mœurs et un certain nombre de dirigeants n'en sont pas totalement convaincus? Alors, il y a une étude en fait parallèle à ça qui est parue en 2017 de BPI France qui a interrogé essentiellement des dirigeants de PME et en fait, on s'est rendu compte que 90% des dirigeants de PME, ils étaient pour adhérer à une démarche RSE, mais ils ne voulaient pas rentrer. Je crois. Je ne sais pas si c'est pareil pour les autres. Comment? Il y avait un petit souci de micro là, c'est bon. Pardon. Ah, d'accord, c'est mieux. Donc, je disais, en parallèle de l'étude que vous avez explicitée, en effet, en 2017, il y a BPI France qui nous a aussi indiqué en interrogeant que des dirigeants de PME que 90% d'entre eux avaient envie d'adhérer. Lucie, pardon de vous interrompre. Il y a un problème de micro. Oui, il y a un problème de micro. Essayez peut-être de vous rapprocher ou de toucher le fil. D'accord, je vais essayer. Voilà. C'est mieux peut-être. Bon. Les aléas du direct du webinaire. Je ne sais pas. C'est ça, exactement. Pardon. Donc, oui, 90% des dirigeantes de PME, en fait, disent vouloir adhérer à la RSE, mais en fait, ne pas vouloir à la fois entrer dedans parce que c'est trop connoté grand groupe, c'est trop connoté grandes entreprises. Et donc, en fait, ils y voient une lourdeur derrière ce terme. Et donc, ils n'osent pas. Et donc, c'est vrai qu'ils mettent en avant le manque de temps, le manque de moyens, le manque de personnes dans l'entreprise qui vont être dédiées à ça, mais surtout aussi le manque de connaissances. Donc, beaucoup de PME disent, oui, c'est bien la RSE, mais est-ce qu'il n'y a pas un truc pour nous un peu plus accessible? Et c'est là, en fait, déjà qu'est tout le problème de pourquoi les PME ne veulent pas être intéressées ou ne sont pas forcément toujours intéressées par la RSE. Merci Lucie. Denis Corret, est-ce que pour vous c'est en fait une affaire de moyens financiers ou même de personnel, parce que quand on doit remplir des cahiers des charges sur les RSE, il faut aussi avoir du personnel qualifié, notamment sur la partie administrative des dossiers à remplir. Pour vous, quel est le problème en fait? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on n'y va pas encore plus loin sur ces questions de RSE? Alors bonjour à tous et à toutes. De mon point de vue, c'est absolument pas une question de moyens. Ni de moyens financiers, ni de moyens, je dirais, en termes de temps. C'est une question simplement de volonté. Et ce qui a été dit par Lucie est très juste, c'est-à-dire que nous sommes dans une organisation économique en France qui est celle des PME ou des TPE. Donc on a très peu de TI, on le sait, et des grands groupes qui sont colossaux, voire mondiaux, pour un tout petit pays qui est la France. À ce titre, les PME se sentent, comment dire, ont une vision déformée de ce qu'est la RSE par finalement la prise en main des qualifications RSE, je dirais, des systèmes qualité par les grands groupes. Donc ils se disent, comment est-ce que nous, on peut faire ce que fait, j'en sais rien moi, les banques, les grands groupes industriels, etc., de l'énergie, voilà. Comment, ou de l'automobile, comment est-ce que l'on peut faire, nous, qui sommes tout petits? Donc c'est quelque chose qui apparaît totalement inaccessible.
Et moi, j'ai la prétention de dire ce soir que c'est tout à fait à la portée de n'importe quel chef d'entreprise, y compris une TPE, voire une micro-entreprise d'une seule personne. Vous voulez montrer à travers ce webinaire, parce que vous, votre société, en fait, quand vous l'avez rachetée en 2005, elle était quand même en grande difficulté. Et aujourd'hui, elle emploie 35 personnes et vous faites quand même 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est une mutation que vous avez réussi, en fait, notamment grâce à votre politique RSE. Alors, en particulier, donc c'est la réussite, entre guillemets, je dirais, ce qu'on pourrait définir comme une réussite, du moins d'un point de vue économique, c'est une réalité. C'est multifactoriel et effectivement, la RSE fait partie d'un ensemble d'éléments qui contribuent à la performance et à la réussite de l'entreprise. C'est vrai que la RSE vient compléter chez nous un système ISO 9000, donc très axé satisfaction client, 14 000 en environnement, ça fait déjà plus de 20 ans qu'on est ISO 14 000, MAS en Cvéso 2, c'est-à-dire la sécurité totale. Et donc, pour une entreprise de notre taille, on est hyper, je dirais, qualité. C'est à ce titre d'ailleurs que j'interviens en saisie sur un sujet qui est la qualité, c'est pas ce que l'on croit. Et je crois que c'est, pour le coup, j'ai cette certitude de penser que la qualité, elle est faite pour tout le monde. Mais que malheureusement, pour les raisons évoquées précédemment, il y a un miroir déformant et donc on s'en éloigne et on dit bah voilà, c'est pas possible, ça coûte trop cher, c'est pas voilà. Seulement les gains, en fait, on le verra tout à l'heure, et le Covid finalement accélère cette prise, cet éveil et cette prise je dirais, prise en compte des effets bénéfiques et des normes RSE. Enfin, c'est absolument évident. Est-ce que c'est pas pour vous aussi une question de logiciel et même de génération, de se dire, bah voilà, on voit que les jeunes sont assez sensibles à ces questions-là. Est-ce qu'il n'y a pas une question de génération aussi derrière le fait que cette RSE n'était pas forcément une préoccupation majeure jusque-là? Ben, je ne le pense pas. C'est-à-dire, j'ai pas cette. Bon, ça c'est tout à fait personnel, mais moi je n'oppose pas les générations et je pense pas du tout. D'ailleurs, on pourrait même prétendre que les jeunes sont dans une version un peu dogmatique de la RSE, ce que ne sont pas forcément les quinquas. Où on s'approprie aussi, on a une obligation quelque part de repenser notre logiciel, ce qui est moins vrai pour les jeunes générations. Et de fait, ils ont plus des certitudes que des doutes. Et moi, je pense que la RSE, c'est un élément d'humilité et qui nous ramène toujours à un déséquilibre et au doute, et non pas aux certitudes. Donc j'entends parfois des jeunes, une nouvelle génération, parler de la RSE comme d'une évidence, sans remettre en question, par exemple, les systèmes énergétiques. C'est-à-dire qu'on va entendre, on va nous dire, ben non, finalement, on va mettre des éoliennes et tout va être résolu. Mais il suffit simplement de voir ce que consomme une ville ou une communauté urbaine comme celle de Bordeaux en énergie pour s'apercevoir que s'il n'y avait pas la centrale du Blayais, ça serait très compliqué. Donc, on est aussi dans une phase de transition où il faut que chacun aille vers l'autre, comprenne l'autre, dans une forme d'humilité et de doute. Attends pas. Pardon, Nicolas. Non, pardon, Nicolas. Nicolas, tu n'as pas ton micro. Pardon, je n'ai pas branché le micro. Je n'ai pas rebranché. Pardon. Quand on décide justement de lancer une politique RSE, quelles sont les clés pour réussir? Quelqu'un qui nous écoute, qui est par exemple les patrons de TPE ou de PME, qui a envie de se lancer, qui se dit bah, moi je suis sensible à ces questions-là, je veux m'y mettre. Quels sont les écueils à éviter et quelles vont être les clés qui vont permettre de réussir en fait ce challenge? Alors effectivement, il faut pas que ce soit quelque chose d'abord d'imposé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une contrainte, je dirais même une contrainte de la part d'un client. Hein, on parlait des grands donneurs d'ordre en France, parce que si c'est imposé, ça va mal se faire. Il faut que ce soit du bon sens et que ça soit une continuité, quelque chose de congruent avec l'ADN et la raison d'être de l'entreprise. Donc d'abord, avant de rentrer dans une politique RSE, il faut voir si on est, je dirais, aligné par rapport à ses propres valeurs. C'est la première chose à faire. Et donc, il y a un travail préparatoire, ça peut être très simple à faire. C'est de dire finalement quel est mon périmètre de jeu. C'est où est-ce que je veux jouer, sur quoi je veux jouer, c'est quel est mon terrain en fait. On va parler de rugby là aujourd'hui parce que c'est ce qui nous préoccupe. Mais quelle est finalement la surface du terrain de rugby et tout ce qui sortirait de ce cadre-là ne fait pas partie finalement de mon entreprise. Est-ce que la RSE est sur le terrain ou pas?
Et si elle est sur le terrain, on s'y intéresse. Si elle n'est pas sur le terrain parce que ça n'est pas notre souci, etc., il ne faut pas y aller, hein, tout simplement. Par contre, si sur un même type d'activité, on a une entreprise qui aujourd'hui dit moi, j'aime bien jouer sur un terrain où est inclus une logique RSE de bon sens, parce que c'est souvent du bon sens, et bien très rapidement, on va voir des niveaux de performance et deux entreprises dont les courbes, je dirais, de résultats vont se croiser. Une qui va descendre vers le bas et l'autre qui va monter vers le haut. Voilà. C'est intéressant aussi, là, dans le chat, je vois qu'Olivier Moulin nous dit que justement les PME qui n'ont pas forcément les moyens humains ou financiers ou en termes de compétences d'avoir une entité RSE en fait en interne, peuvent aussi justement s'associer à des associations locales, soutenir des événements ou des causes spécifiques et participer en fait ainsi à des actions de RSE, y compris en associant justement les collaborateurs. Oui. Frédéric Petit, vous êtes d'accord aussi justement avec cette vision de Denis Corré? C'est pas forcément une question de moyens financiers, de moyens humains, de réussir la RSE, d'avoir une politique RSE? Non, ce n'est pas une question de moyens. La difficulté, c'est que, étant une norme de troisième génération non certifiable, les grands groupes qui ont des structures de communication et de marketing bien étayées ont saisi l'opportunité, effectivement, d'utiliser leurs moyens de communication, puisque ce n'est pas une norme ISO 9001 ou 14001 où, effectivement, on a des audits de tiers. Il y a des audits, mais qui sont des évaluations. Donc, les mieux structurés en termes de communication peuvent faire savoir ce qui peut briller, mais à côté de ça, il y a des choses sur lesquelles ils ne sont pas à l'aise, et notamment au niveau international, puisque des grands groupes qui ont de mauvais comportements à l'international et de bonnes pratiques en France mettent en avant leurs pratiques en France. On peut parler du déplacement des populations autochtones quand on fait des barrages ou autres dans des pays, par exemple, du Sud. Donc, la difficulté également, c'est que les TPE et PME ont une vision réduite aussi de la RSE, puisque très souvent, elles peuvent l'arrêter à la simple dimension environnementale. Rappelons quand même que c'est une démarche très holistique, très systémique, où il y a un certain nombre de domaines qu'il faut couvrir, dont l'environnement est un domaine parmi les 7 autres domaines. Donc, les 6 autres domaines. Il y a le social, évidemment. Donc, il y a le social, il y a les droits de l'homme, il y a les relations et conditions de travail, il y a les bonnes pratiques des affaires, il y a la relation avec les consommateurs, donc les questions relatives aux consommateurs, et puis il y a l'engagement sociétal, et puis très important, c'est qu'il y a la gouvernance de l'organisation. Voilà. Ça, c'est quand même le chapeau, la gouvernance de l'organisation. Donc, on voit bien qu'une TPE qui est attentive à son territoire, donc qui observe son territoire, qui regarde aussi les impacts de ses services, mais les impacts de son organisation, peut très bien s'engager à sa dimension, parce qu'il y a des associations, parce qu'il y a des conditions sociales qui sont performantes, il produit de l'impact donc sur son territoire et dans une démarche RSE. Alors, le risque, vous l'avez évoqué avec les grands groupes qui font de la compensation parfois et se limitent à ça, en tout cas sur la partie environnementale, c'est qu'on se retrouve en fait à faire du greenwashing, comme le terme au début des années 2000 de développement durable a été pas mal galvaudé. Il y a un risque que ça se produise aussi avec les RSE, parce que naturellement, on se dit que demain, il y aura forcément dans quasiment toutes les entreprises un fil RSE. Sinon, en fait, leurs produits ne seront pas achetés par le consommateur si ils estiment qu'ils ne produisent pas dans des conditions très éthiques. En tout cas, il y a un risque important. Et de la même manière, ils ont du mal à attirer en fait des talents qui vont se dire j'ai pas envie d'aller travailler dans une société qui n'a pas une très bonne image et qui n'a pas une très bonne éthique. Quoi. Complètement, et on le voit d'ailleurs dans les questions sur par exemple la bio, qui fait l'objet quand même d'une démarche de certification. Aussi, oui, la personne relevée et l'élevage en plein air, c'est-à-dire qu'on est sur des éléments de sémantique où effectivement les grands groupes sont très forts. On l'a vu dans les sujets du développement durable. Le Grenelle de l'environnement a fait qu'il y a une grosse réforme de la publicité. Rappelons-nous que dans les années 2000, il y avait des publicités de voitures avec des papillons qui sortaient des pots d'échappement. Vous imaginez, 20 ans après, personne n'accepterait ça, par exemple. Donc, il y a quand même eu une évolution. Il y a quand même un contrôle de la publicité. Il y a des autorités qui contrôlent les messages, mais malheureusement, des fois, on joue sur les mots. Donc, on peut effectivement tromper le consommateur qui, lui, se dit élevé en plein air, génial, c'est bio. Il ne sait pas que c'est le 0 pour le bio, que c'est 1 en plein air, il ne le sait pas, tout ça. Donc, cette complexité aussi est difficile pour le consommateur. Alors,
justement, en fait, la problématique, c'est que on peut se dire quand même que il y a un problème de certification derrière, quoi. Hein. Oui, mais cette norme n'est pas certifiable. Dans les démarches, il faut quand même se rappeler que c'est la seule norme au monde qui a réuni 90 pays. Donc, il y a quand même eu un consensus. Le consensus international a été, et la France a été porteur de ça également, qu'elle soit non certifiable. Donc, aujourd'hui, il n'y a que des dispositifs d'évaluation. Néanmoins, ceux qui sont sincères et transparents et qui s'engagent sur ces sujets RSE ont tout à gagner. Parce que de toute manière, vis-à-vis du consommateur, la transparence et la sincérité gagnent toujours. C'est peut-être plus difficile des fois pour se battre à armes égales parce qu'on n'a pas les mêmes armes avec des gros acteurs, mais on voit bien toutes les laiteries qui se développent, tous les produits de territoire qui se développent, parce que les gens veulent du sens, veulent de l'histoire aujourd'hui, et on a plein de TPE artisanales qui ont leur carte à jouer aujourd'hui autour de ces sujets. Bien sûr, ouais. Donc là, justement, en matière de SS, qu'est-ce qui manque aujourd'hui, justement quel est un peu le point de départ, quel est le guide pour tout ça? Alors là, effectivement, là, on est effectivement sur d'autres sujets, c'est-à-dire, enfin, sur d'autres sujets, en tout cas sur des entreprises qui ont décidé de rentrer donc dans une case de l'économie sociale et solidaire, donc de produire un impact aussi bien sur la question de sa gouvernance que sur les conditions sociales, sur la solidarité vis-à-vis des emplois ou d'autres actions. C'est pas pour autant qu'elles peuvent se prévaloir d'une démarche de RSE. On a rappelé tout à l'heure les 7 sujets de la RSE. On peut très bien avoir une entreprise de l'économie sociale qui a de très mauvaises pratiques sur l'environnement. On peut très bien voir ça. Et ça ne serait pas surprenant puisque les sujets sont quand même séparés. Néanmoins, on a ces acteurs que j'appellerais d'ailleurs moi plus largement l'économie à impact parce qu'elle nous met dans un cadre, l'économie sociale et solidaire. Il y a aujourd'hui, et tu l'as rappelé Nicolas sur la question de la crise, on a un certain nombre de dirigeants qui ont pris conscience que les modes de consommation avaient évolué, que les modes de production aussi suivaient l'attente de la société et qui se sont engagés. La restauration, par exemple, sur des filières courtes, ils n'ont pas eu le choix. Et bien justement, ils ont découvert ces filières courtes, donc ils s'engagent là-dessus. Donc, ils produisent un impact sur le territoire parce que ce sont des emplois locaux, une agriculture locale, du maraîchage. Donc, cette économie impact, pour moi, brasse beaucoup plus de particularités de dirigeants que la simple case de l'économie sociale et solidaire, qui est souvent statutaire d'ailleurs. Laetitia nous demande, là, je vous pose la question à tous les trois, là, Laetitia nous demande est-ce que c'est éventuellement un problème d'accompagnement? Moi j'ai envie de vous demander, mais justement, vers quelle structure vous conseillez en fait à des sociétés qui veulent se lancer de se faire accompagner, pour se faire accompagner? Il en existe plein. Déjà, l'État a mis en place une plateforme RSE qui est très intéressante et qui donne des outils de diagnostic qui peuvent se faire en entreprise. Il existe le label Lucie qui permet aussi d'obtenir des diagnostics pour commencer. Donc ça existe en fait. Ce genre d'aide, il y en a. Il y en a même beaucoup. Donc en Mais ligne, par exemple, notamment. si quelqu'un regarde, quelqu'un commence, il se dit bon bah voilà, entre guillemets là en crise sanitaire, donc il va sur Google. Qu'est-ce qu'il doit taper et vers quelle structure il va se tourner en fait? Où est-ce qu'il va trouver en fait tel type d'informations, telles informations par exemple plutôt pour l'aider en fait à remplir des cahiers des charges RSE, des accompagnements financiers. Voilà, quelles sont un peu les différentes portes d'entrée où il va pouvoir trouver un certain nombre de réponses à ces questions? Alors, le site internet de l'État, pour le coup, est bien fait. Voilà, plateforme RSE est bien fait et donne les accès à ce genre de choses. Il y a aussi Diag 26000 qui permet aussi de diagnostiquer. Et ensuite, il y a les accompagnements par le label Lucie qui permettent de savoir comment obtenir aussi des aides financières et avoir des conseils, des appuis de personnes qui ont fait ce genre de diagnostic et d'accompagnement. Voilà, moi, c'est ceux que je connais et vers ceux sur quoi je me tourne quand j'ai besoin. Après, peut-être que Denis et Frédéric en ont bien d'autres à présenter, certainement. Après, alors, Denis, juste, je vais repasser la parole à Frédéric là, et Denis, mais juste vous signale, hein, les sondages pour nos internautes là, sont en ligne, donc vous pouvez aussi y répondre. Quand vous êtes pour la plupart capable de faire 2 choses en même temps, vous pouvez nous écouter et répondre aux sondages en même temps. Oui, tout naturellement, donc les dirigeants ou donc les dirigeants du service, de l'industrie, du conseil et de l'artisanat
ont une structure qui s'appelle la chambre de commerce ou la chambre de l'artisanat, sur lequel ils ont des interlocuteurs qui accompagnent aussi les TPE-PME à des pratiques sur la question de la responsabilité sociétale. Après, pour aller un petit peu plus loin, et je trouve que c'est un peu plus, entre guillemets, sexy, c'est les objectifs de développement durable de l'ONU. C'est-à-dire qu'il y a 17 objectifs sur lesquels les gens vont se retrouver très, très facilement parce qu'on parle de l'accès à l'eau, on parle de l'éducation, on parle de l'alimentation. Donc, ils peuvent saisir 3 ou 4 sujets qui commencent justement à intégrer les collaborateurs, parce que c'est bien de le faire partager, c'est bien de trouver des relais en interne. Le dirigeant, il est souvent dans les petites structures, il fait la compta, il fait les RH, il fait le commerce, il négocie avec sa banque. Donc, d'associer justement ses salariés pour que chacun porte un petit sujet. Alors, merci Frédéric, avant de passer la parole à Denis. On en avait parlé lors de nos réunions préparatoires. Hein. Il y a quand même un cas aujourd'hui qui nous interpelle tous, hein, parce qu'on est bien conscient, on l'a dit, que la RSE va être de plus en plus importante demain. Et c'est le cas de Danone. Son dirigeant, justement, était quand même assez atypique, a essayé de faire beaucoup de RSE, et au final, on l'a viré. Ça a été quand même un peu la réalité des choses, parce que il avait fait justement un peu trop de RSE et pas assez de performance en fait économique, selon les actionnaires. Qu'est-ce qu'on peut répondre justement aux gens qui vont se dire, regardez, quand des boîtes de la taille de Danone essayent de faire des RSE, ça ne fonctionne pas. Et les financiers qui sont derrière éjectent entre guillemets des patrons qui sont un peu trop vertueux. Oui, je pense tout simplement que c'est un épiphénomène, alors certes très médiatisé et très important, mais c'est un épiphénomène dans une dimension vers le mieux vers lequel nous allons. C'est-à-dire que d'abord, il y a une notion de temps. Donc, je voudrais revenir simplement sur la question de qu'est-ce qu'il faut pour mettre en place finalement un système RSE dans son entreprise, etc. D'abord, il faut du temps, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, il y a un travail préparatoire. Travail préparatoire du dirigeant, hein, je rappelle que c'est la gouvernance. Hein. C'est le patron. Alors, il est tout seul, il est avec 10 salariés, avec 50, avec 200, mais c'est lui qui décide. Bon. Donc, en termes, il doit déjà faire un travail sur lui-même et savoir s'il est d'accord sur ça. Et s'il est d'accord pour y aller, il faut qu'il engage cette dynamique, et cette dynamique, elle va prendre du temps. Voilà. Et parce qu'il y a une temporalité. Il y a une temporalité pour faire passer les messages, pour expliquer, pour immerger aussi, pour avoir des expériences vécues, aller dans une autre entreprise, avoir un collègue qui vient dans l'entreprise et qui explique en bonne pratique ce qu'il a fait chez lui, aller, comme je l'ai dit tout à l'heure, à une réunion RSE du World Compact Act, ou expliquer ce que sont les 17 ODD, etc., etc. Donc, il y a un temps d'immersion aussi il y a une culturation, je dirais. Ça prend combien de temps, Denis? Parce que par exemple, pour être certifié bio, il faut le faire, en fait, engager cette démarche pendant 3 ans hein, avant de pouvoir être certifié. Là, pour la RSE, vous estimez que ça doit prendre combien de temps avant de s'appliquer tout ça, de le diffuser dans l'entreprise aussi, de le faire partager? Oui. Moi, je pense que 3 ans, c'est bien. Ça me paraît être une bonne temporalité, je dirais, pour intégrer et pour faire accepter aussi, pour faire comprendre aux salariés leur intérêt. Donc ça, c'est important, et qu'ils n'y voient pas quelque chose de, je dirais, une menace. Donc il y a tout un travail. Et puis concernant Danone, oui, effectivement, on va retrouver, effectivement, nous sommes aujourd'hui sur une zone de combat. D'abord, nous sommes en combat planétaire, hein, je veux dire, voilà, et Danone n'échappe pas, je dirais, à ce combat titanesque qu'il y a entre le monde d'avant, comme on a tendance à l'appeler, qui est plutôt celui du progrès, c'est-à-dire le progrès au sens du plus, hein, au sens du plus, et le nouveau monde dans lequel nous sommes rentrés, mais il y a de ça quelques années, hein, puisque ça date d'avant la Première Guerre mondiale, on va dire, et ça s'est accéléré à partir des années 70, où on rentre dans le monde, parce que ce sont des grandes phases de transformation, hein, de civilisation, de société mondiale. C'est quelque chose, en fait, qui est apparu, vraiment la grande transition est apparue dans les années 70-80, et c'est le monde du mieux. C'est-à-dire, ce que nous voulons, c'est du mieux. Donc, est-ce qu'il est mieux de prendre notre vélo pour aller au travail, ou de faire 1h30 de bouchon avec sa voiture sur la rocade? Voilà, par exemple.
Bon, et naturellement, les personnes vont dire, ben, c'est mieux. Mais ça sera pas mieux tout le temps, parce que s'il pleut à verse et qu'il fait moins 4 degrés, c'est peut-être pas mieux. Donc, c'est en fait. C'est pas toujours évident à mettre en œuvre, hein. En termes de mobilité, on a fait des Grenelles, on a fait plein de choses. On ne peut pas dire qu'on ait progressé de manière spectaculaire, hein, ces dernières années, hein. Oui, mais si on regarde les chiffres, alors je sais pas, hein, il faudrait voir, mais par exemple sur l'agglomération bordelaise et particulièrement dans Bordeaux, il me semble que les deux roues ont progressé quand même. Alors par contre, que certaines mairies, je ne veux pas faire politique, mais qu'il y ait du retard aussi, parce qu'il y a un retard aussi des collectivités, etc., sur comment dire, les besoins ou les nouveaux besoins j'allais dire des consommateurs ou des citoyens. C'est-à-dire que si on pouvait, est-ce que tout est sécurisé par exemple à Bordeaux? Est-ce qu'on peut faire du vélo partout sécurisé? Ben, c'est compliqué. Donc si vous prenez un vélo et que vous risquez votre vie, ben, vous allez peut-être laisser le vélo de côté. Si vous n'êtes pas sur des sites propres, hein, parce que si vous avez le bus qui va, bon, etc., etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que on rentre quand même dans une logique dont le chemin est celui du mieux et non plus du plus. Et donc ça transforme. Mais vous avez toujours des actionnaires dans les grands groupes, etc., qui eux veulent toujours du plus. C'est du plus. Voilà. Alors, c'est le problème, c'est c'est a priori. Voilà. quand tu as un entrepreneur à la tête dans le guidon, Lucie, ce qui est souvent le cas quand on est patron d'une TPE, d'une PME, comment on arrive en fait, comment on se dit, on dégage un peu de temps pour prendre un peu de hauteur de vue et se faire accompagner sur la RSE. Quelles vont être un peu les priorités que vous conseillez de mettre en œuvre? Alors, moi, je dirais qu'il faut commencer. Le patron, ils disent, voilà, bah, je risque de manquer de temps. Alors, dans ce cas-là, moi, si j'ai mon patron qui vient, qui me dit, c'est bien ce que tu me racontes, la RSE, mais j'ai pas le temps, je vais déjà faire un diagnostic interne, en fait, mais rapide, hein, de tout ce qu'on fait. C'est ce que j'appelle la démarche des petites actions visibles. En fait, il y a déjà plein de choses que l'on fait qui sont de la RSE et qui rapportent à l'entreprise en termes de performance. Et donc, je vais déjà commencer par ça, lui dire, vous voyez qu'on fait ça, qu'on fait ça, qu'on fait ça, c'est déjà de la RSE. Et moi, je vous dis juste passer le cran un tout petit peu supérieur. Et en fait, déjà, de rentrer dans cette démarche-là, on commence à briser un petit peu le tabou de l'investissement, en fait, du retour sur investissement. Et c'est comme ça qu'il faut commencer, en fait, pour moi. C'est par ce diagnostic de ce qui existe déjà. Et après, on fait un diagnostic de qu'est-ce qu'on veut faire et comme disait Denis, de rester dans le cadre de notre entreprise. Il faut être pragmatique, il faut être réaliste. Il ne faut pas commencer à vouloir faire quelque chose de hors norme par rapport à notre entreprise. Toujours rester dans le cadre de notre entreprise. Si elle n'est pas capable de faire certaines choses que d'autres groupes font, c'est pas grave. Il faut faire la RSE à notre manière. C'est comme ça que ça va marcher et c'est ça qu'il faut présenter en fait aux dirigeants des PME. Il faut pas leur dire on va faire de la RSE comme la banque, on va faire la RSE comme un grand groupe, on va faire la RSE comme nous on est dans notre PME, à travers des petites actions visibles, des petites actions terrain qui additionnées vont créer une vraie politique dans l'entreprise. Et c'est comme ça, moi, que j'essaye d'entraîner les dirigeants dans ces démarches-là. Alors, si je suis très pragmatique, combien ça coûte à peu près de faire ce diagnostic? Du temps. Là, pour le coup, ce type de diagnostic, il doit être fait par quelqu'un d'interne de l'entreprise, pour moi, qui est motivé et qui prend le temps de connaître la RSE. En effet, pourquoi pas, comme disait Mathias dans le chat, je vois par des formations préalables sur la RSE. Donc pour moi, c'est juste du temps, par contre, de quelqu'un qui connaît bien l'entreprise. J'ai du mal, après c'est mon avis personnel, à imaginer un diagnostic par un auditeur externe pour commencer, bien évidemment. Après, une fois qu'on est dans la démarche, pourquoi pas. Mais pour démarrer, pour moi, il faut quelqu'un d'interne qui est motivé, qui a envie de faire la RSE et qui dit, moi, je veux bien me dégager du temps sur mon temps de travail si vous êtes d'accord pour faire ce diagnostic. Alors, l'un des enjeux, hein, quand on fait du management de transition qui est crucial, c'est comment justement on réussit à diffuser et à amener ce changement auprès des collaborateurs. Qu'est-ce qui va faire que les collaborateurs vont adhérer justement à ce changement qui est non négligeable pour eux? Alors, comment moi, les embarquer dans l'aventure? Je parlerai d'intelligence collective sur ce domaine-là. Réunion d'expression des salariés. Qui a quoi comme idée? Après tout, ce sont les premiers à pouvoir avoir des idées sur comment faire évoluer l'entreprise. Ce sont ceux qui connaissent le mieux l'entreprise. Donc, si on commence à leur dire, tiens, on a telles idées, ben, OK, quelles idées, eux, ils vont avoir. Donc, c'est vraiment l'intelligence collective au service de la RSE. C'est comme ça que ça peut marcher, en fait. Et c'est comme ça que l'on
fait en sorte qu'il y ait le plus grand nombre. Et après, derrière, pour moi, une fois qu'on met en œuvre, c'est la transparence et la communication. C'est comme ça qu'on va gagner le fait que des personnes vont nous suivre dans l'entreprise. Alors, bien évidemment, il y a toujours des réfractaires, hein, on ne va pas être dans un monde de bisounours non plus, il faut être réaliste. Mais l'intelligence collective, la communication et la transparence, ça a été prouvé sur le terrain, ça fonctionne. Voilà, et c'est comme ça que ça marche pour moi. Alors Frédéric, justement, je rebondis sur l'expression sur le monde des bisounours. On le voit bien aujourd'hui, les consommateurs veulent beaucoup plus d'éthique, beaucoup plus de produits éco-responsables. C'est un secteur que vous connaissez bien dans l'ESS. Mais dans les faits, ils vont très souvent vers celui qui est moins cher et qui est loin d'être le moins vertueux, le plus vertueux, pardon. C'est ce que nous dit aussi Olivier Moulin dans le chat là, sur le fait que voilà, les consommateurs auront un rôle très important à jouer en privilégiant les entreprises vertueuses. Mais on voit souvent qu'il y a une espèce de schizophrénie entre ce que les gens veulent et ce qu'ils font réellement dans leurs actes d'achat. Est-ce que vous, Frédéric Petit, vous percevez des évolutions à ce niveau-là, justement, des comportements plus vertueux et sincères et durables sur les actes d'achat? Oui, et c'est cette même génération qui, dans une étude, alors je ne sais plus la thématique de l'étude, qui montrait que les 18-30 ans, lors des Black Friday, étaient les premiers à surconsommer, et ce sont eux qui font le plus d'avions, qui prennent le plus d'avions. En revanche, ils savent aller marcher un samedi matin pour une manifestation sur le climat. Donc, c'est toutes les contradictions, effectivement, que l'on rencontre. La pollution numérique, qui aujourd'hui quand même représente 4% des émissions de CO2, ça se vaut beaucoup moins qu'un pot d'échappement de voiture. Mais quand on envoie des mails et autres, et toutes les vidéos, tout ce qu'on regarde en streaming aussi, c'est pareil, ça consomme beaucoup d'énergie et ça émet beaucoup de CO2. Complètement. Après, bon, c'est très difficile d'être exemplaire sur tout, il faut quand même en avoir conscience. Il est plus facile pour une TPE, PME de se saisir de l'ensemble de ces sujets qu'un grand groupe, parce que on connaît les complexités aussi d'un grand groupe, et c'est pour ça que la loi Pacte amène les sujets qu'on voit aujourd'hui avec Danone, clairement, sur les entreprises à mission haute. Donc pour moi, c'est un épiphénomène. C'est effectivement l'impact qu'ont toutes nos TPE, PME sur notre territoire, puisque c'est quand même 90% de notre économie. On le rappelle suffisamment dans nos organisations patronales, notamment à la CPME. Donc il faut que les modes de consommation se développent, et on le voit quand même aujourd'hui, des objets de deuxième vie, on a quand même un marché qui est en augmentation, les filières se structurent, les magasins sont plus agréables, on a des filières de réindustrialisation qui s'implantent en France, notamment le textile. Donc, dans mes fonctions de l'UNEA, nous avons donc 3 gros consortiums qui ont été montés pour répondre aux enjeux de réindustrialisation du textile en France, qui avait été lancé dans le cadre du projet Résilience lors du confinement. Plus de 20 millions de masques produits, et aujourd'hui c'est des t-shirts, etc. C'est l'aéronautique et c'est le numérique, justement, parce qu'il y a beaucoup de sujets qu'il faut qu'on remette sur nos territoires. Et malgré tout, on voit aujourd'hui que dans les choix qui sont faits par les premiers emplois des jeunes, ils cherchent quand même du sens dans une organisation. La contradiction, là aussi, c'est que quand on leur demande de s'engager pour donner ce sens au sein de l'organisation, c'est compliqué dans une organisation qu'ils s'engagent au même niveau qu'ils peuvent le faire, comme je l'indiquais tout à l'heure, une marche pour le climat, par exemple, un samedi matin. Donc, il y a une grosse pression, moi, je trouve quand même, de la gouvernance d'une organisation et du dirigeant pour avoir une certaine sincérité dans un projet d'entreprise et embarquer aussi avec lui l'ensemble de ses salariés pour que des propositions qui soient faites en interne sur des petites choses puissent être agrégées au sein de l'organisation pour donner justement de l'impact à l'organisation et de la visibilité. Alors, Denis Corré, comment vous voyez évoluer les choses sur ces questions-là dans les prochaines années? Est-ce que vous voyez autour de vous des chefs d'entreprise, quel que soit en fait l'âge, se lancer davantage sur des politiques RSE? Ou est-ce que ça reste encore le fait justement de l'ESS, d'un certain nombre de gens qui sont convaincus de longue date qu'il faut agir sur les questions environnementales, sur les questions sociales? Ah, Denis, le micro n'est pas branché. Pardon, excusez-moi. Oui, d'abord, faire une grande différence entre le dirigeant propriétaire, c'est-à-dire le chef d'entreprise, le créateur, le repreneur, celui qui a eu la transmission des parents, etc., qui est dans la gouvernance, c'est celui qui décide, et puis un dirigeant salarié.
on voit avec Danone, c'est différent. Donc déjà, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, s'il s'agit des créateurs ou des repreneurs d'entreprise, c'est-à-dire des dirigeants, au sens dirigeant, je dirais que ils ont simplement besoin d'accompagnement, ce qu'on disait au préalable, c'est-à-dire qu'il y a véritablement une volonté de transformation, et une volonté de changer. Ils ont bien compris. Sauf que ce qui manque souvent, c'est des moyens. D'ailleurs, c'est un peu le paradoxe par rapport à ce que je disais tout à l'heure, mais il manque souvent de moyens en temps. Et là, avec le Covid, certainement, problème de trésorerie, c'est-à-dire comment on va financer la transformation. Car en 2021, la grosse problématique des entreprises, puisque là, on est à 1 an du PGE, c'est finalement comment est-ce que demain, je vais avoir la trésorerie, rembourser le PGE, bien sûr, mais comment je vais avoir la trésorerie nécessaire pour transformer, parce qu'il faut quand même aussi quelques moyens. Donc, là, il va falloir, je pense, une véritable politique d'accompagnement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont véritablement cette volonté. Car les dirigeants sont des gens qui, tous les matins, se réinventent. Tous les matins. C'est le système économique qui est comme ça. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire autrement. Parce que si vous baissez les bras, si vous ne vous remettez pas en question, ben, l'entreprise disparaît tout simplement. Donc, il y a un impératif. Et la RSE s'impose tous les jours, non pas en s'imposant, je dirais, de manière brutale, mais dans les convictions des clients. C'est-à-dire, les clients vous posent des questions. Ils vous disent, mais attendez, alors dans l'énergie, ça va être la chaudière qui va moins consommer. Dans le véhicule, est-ce qu'il y a de l'hybride, etc., etc. Donc, c'est le consommateur qui est en train, quelque part, de pouvoir, je dirais, transformer et changer les choses. Et le dirigeant, lui, il a tout intérêt à donner satisfaction à ses clients. Donc, je pense qu'on va rentrer progressivement, enfin, c'est déjà le cas, mais dans quelque chose de vertueux. La seule chose, c'est qu'il va falloir, post-Covid, certainement accompagner, je pense, donc j'ai vu qu'il y avait des liens là très intéressants, accompagner les dirigeants en information, aussi beaucoup d'informations, beaucoup d'accompagnement, d'intelligence, de connaissances en fait. Bon. Lucie, il y a un vrai déficit quand même d'information, hein, on le voit à travers les questions, il y a un vrai déficit d'information sur ces questions-là aujourd'hui. Ça paraît assez évident. Hein. Oui. Oui, la RSE, c'est, comme je l'ai dit au début, c'est tellement un gros truc en fait que tout le monde en parle sans vraiment savoir quoi mettre derrière, comment faire. Et donc, il y a beaucoup de choses à la fois. Donc, faut assez se centrer autour de son entreprise et au niveau des informations, en effet, ne choisir peut-être que un diagnostic, un site internet sur lequel s'appuyer, un formateur une fois qu'on a fait le tri des possibilités. Mais c'est sûr que comme les informations, il y en a plein et à la fois pas assez fixes, il faut savoir bien choisir son orientation. Ça, c'est clair. Lucie, pardon, le politique, en fait, n'a pas l'impulsion politique suffisante justement sur ces questions-là aussi. Alors, il y a eu pendant un temps, mais c'est vrai que ces derniers temps, l'impulsion politique, en tout cas, ne va pas parler de RSE en tant que telle, mais va impulser à travers quand même de nombreuses lois qui sortent tous les ans sur la sécurité des salariés, sur l'environnement dans les entreprises. Donc, c'est pas avec l'emblème RSE clairement précisé, mais il y a quand même une incitation de la part de l'État de plus en plus à travers les lois de s'orienter vers une politique RSE dans les entreprises. Donc là aussi, c'est anticiper l'avenir, non pas que pour les consommateurs qui deviennent des consomme-acteurs, comme on dit, mais c'est aussi peut-être anticiper l'avenir par rapport à la législation qu'il peut y avoir en France et qui est de plus en plus prégnante sur toutes ces questions-là, sociales et environnementales. Pardon, Denis. Mais non, je voulais simplement dire, ça me fait penser que Lucie, donc il y a un rebond sur ce que dit très justement Lucie, c'est aussi que beaucoup d'entreprises font déjà de la RSE. Mais elles ne le savent même pas. Exactement, c'est toutes ces petites actions qu'on fait, on s'en rend même pas compte. Et je pense notamment à toutes ces PME qui sont très vertueuses et qui font du social depuis des années avec les salariés. C'est ça. Et qui ont une politique de proximité incroyable. Donc il y a des vertus colossales
chez les commerçants aussi, hein, chez les artisans. Ils font énormément de choses, mais ils n'en ont pas forcément conscience parce que la RSE, c'est quand même avant tout du bon sens. Hein. C'est du bon sens. Frédéric, c'est ce que vous constatez aussi. Ouais, enfin, moi, je suis pas fan de Jourdain. C'est qu'à un moment donné, ces sujets-là se construisent et surtout, ils se construisent par des sources et par un historique. Moi, je suis stupéfait de voir des consultants en RSE qui ont découvert la RSE il y a 3 ans. Enfin, c'est catastrophique pour des TPE-PME. C'est pour ça que j'ai mis dans le chat que les gens aillent voir les publications de Christian Brodag, qui est quand même un des experts internationaux, qui est français, qui a beaucoup travaillé sur la norme ISO 26000, pour que justement les gens voient un petit peu le parcours qu'il y a eu sur l'ISO 26000. Donc, il faut que ça soit construit malgré tout. Lucie, est-ce qu'aujourd'hui, justement, on a assez de certifications? Parce que là, par exemple, si on reprend l'exemple du bio, on a je ne sais combien de certifications aujourd'hui. Je pense que les consommateurs s'y perdent un peu, hein, d'ailleurs. Aujourd'hui, sur la RSE, il y a combien de certifications? Qu'est-ce qui existe? Est-ce qu'il en manque? Est-ce que c'est assez lisible, compréhensible de l'extérieur? Alors, combien de certifications, je ne saurais pas répondre, mais il y a un jeu que je fais faire aux étudiants quand j'aborde le sujet de la RSE. Je leur demande de chercher sur Internet les certifications liées à la RSE. Au bout d'une demi-heure, ils y sont encore, tellement il y a de certifications qui vont en parler ou qui vont avoir un volet, qui vont avoir un thème qui est lié à la RSE. Après, de vraiment acter label, en France, il y a le label Lucie. Bon, j'en fais beaucoup la pub parce que je suis pro pour ce label, avec l'AFNOR, voilà, qui a bien mis en avant. Il y a tout ce qui est lié à l'ISO 26000, mais n'oublions pas que ça ne donne pas de certification, cette ISO-là, exceptionnellement. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de certification RSE en tant que telle. Il y a juste des centaines et des centaines de labels, de petites certifications, de petites choses qui vont avoir des volets RSE dedans. Voilà. Oui, attention aussi à l'usage de labels. Hein. Là aussi, on est dans la sémantique. Les seuls labels reconnus aujourd'hui sont les labels que l'on peut retrouver sur l'écolabel européen, par exemple, sur les produits ménagers, sur un certain nombre de produits d'hygiène. Quand on parle de l'AFNOR avec la FAC 26000 ou de Lucie ou Bureau Veritas, tout ça, ce sont des diagnostics d'évaluation. Ça, c'est important. C'est-à-dire que ça permet à l'entreprise, à un temps 0, de faire son état et un temps 2, de voir son évolution sur sa maturité, son exemplarité, etc. Et comme effectivement, c'est un peu… on en parle, il n'y a pas un article dans la semaine où on ne parle pas de la responsabilité sociétale des organisations. Il y a quand même une complexité pour une personne qui veut rentrer dans ces sujets. Si tout simplement elle retient que il faut qu'elle prenne conscience des impacts de ses produits et des services sur son organisation et sur la société, déjà elle a fait un grand pas. Parce qu'elle va bien sûr flécher la question de l'environnement, des déplacements, des trucs tout simples, des déplacements de ma flotte de véhicules. Est-ce que je reste en thermique? Est-ce que je passe en hybride électrique? Est-ce que je passe au GNV? Des conditions sociales, voilà. Comment est-ce qu'on arrive à intégrer aussi dans son organisation des personnes en difficulté sociale et professionnelle d'accès à l'emploi? Comment moi, dirigeant, je vais m'impliquer dans les organisations? Parce que ça, c'est une problématique. Les jeunes générations ont du mal à s'impliquer. Donc, ils ne s'étonnent pas d'avoir des personnes dans des organisations qui ont 3, 4, 5, 6 fois un mandat. C'est parce qu'aujourd'hui, on n'a pas un jeune de 30 ans dirigeant qui veut venir s'engager dans une organisation. Les organisations patronales, d'autres organisations sur le territoire. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est un vrai problème quand même, hein, aujourd'hui. C'est un vrai problème aujourd'hui parce qu'on le disait tout à l'heure par rapport aussi aux actes de consommation, la différence, on voit que la jeunesse est très engagée, mais c'est vrai qu'on ne la retrouve pas dans les organisations. Alors, peut-être c'est aussi parce que parfois les plus anciens veulent y rester très longtemps, mais il n'y a pas que ça. Oui, ou tout simplement parce qu'elle ne veut pas de contraintes. Donc, elle traite le plaisir et pas la contrainte. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner que nos élus à 75 ans brident toujours des mandats. Il ne faut pas s'étonner. C'est que si une jeune génération, et en plus, moi, je suis très à l'aise avec ça parce que je pousse notamment dans la transmission de nos activités à des jeunes générations. Il faut que les élus fassent 2 mandats dans tout type d'organisation, dans nos organisations patronales, etc. 2 mandats et ensuite on pousse des jeunes générations masculines, féminines
pour que justement on ait le véritable visage de notre société. Sauf que les décisions sont prises par des gens qui ne représentent pas aujourd'hui les attentes de la société. Parce que les attentes de la société, c'est cette génération de 25-35 ans qui veut travailler différemment, qui accepte plus le télétravail. Voilà, ils s'organisent avec le télétravail, alors que des générations plus avancées dans l'entreprise, des fois, ont des difficultés. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, Lucie? On a déjà eu ce débat avec Frédéric. Moi, je pense, après, ce n'est qu'à mon niveau, bien évidemment, et par rapport à, on va dire, mes relations de mon âge, vu que j'ai 30 ans, c'est plus aussi une question de blasé, entre guillemets, dans le sens que cette génération, on a l'impression que de toute façon, ça sert à rien d'être dans ces organisations. Voilà, c'est vraiment cette impression qu'on en discute, voilà, entre nous. C'est de toute façon, ça sert à rien. Elles n'ont pas prouvé entre guillemets leur valeur. Voilà, c'est comme ça que le ressentent les générations d'aujourd'hui. Donc, à quoi ça sert d'aller les aider et de faire quelque chose? Et donc, en fait, à la fois, on demande beaucoup, en effet, on veut beaucoup, on veut être consommateur, consomme-acteur et salarié-acteur aussi. À la fois, on n'ose pas s'engager, on ne veut pas s'engager parce qu'on se dit ces organisations, elles sont vieilles, elles sont vieillissantes et ça sert à rien d'aller là-dedans. On veut presque créer nos propres trucs, nos propres manières de faire, sans forcément le faire pour autant. Je l'accorde. Voilà. Je lis une autre manière de voir les choses. Voilà. Lucie, il faut venir à la CPME de la Gironde. Vous verrez que vous allez voir que voilà, c'est pas comme ça. je viendrai prendre un mandat avec vous. Il n'y a pas de problème. Inviterai, Lucie, Alors, on va mettre Denis en arbitre pour voir ce qu'il en pense. Donc sur cette question sur les jeunes. Donc oui, moi, sur la difficulté aussi, parce que derrière en fait la RSE, la question c'est l'engagement en fait de long terme, parce que si la RSE devient entre guillemets un peu obligatoire parce que il faut plaire aux consommateurs, il faut être une entreprise vertueuse demain pour pouvoir vendre ses produits. Bon, la question elle est réglée. Les entreprises vont s'y engager naturellement, quelle que soit la taille, quelle que soit l'activité. Mais ça va mettre du temps. Et avant ça, il va falloir qu'il y ait un certain nombre de gens qui montrent le chemin, qui montrent aussi qu'on peut combiner engagement, RSE, investissement dans ces questions-là, et derrière, croissance économique. Oui, je pense que en fait, la difficulté pour les nouvelles générations, c'est le sens. Et c'est aussi ce qu'on leur montre à voir. Parce qu'en termes d'exemplarité, quand même, je pense que les générations, ma génération et puis celle plus âgée, j'allais dire, en termes d'exemplarité, on se la pose là quand même. Donc c'est l'histoire de la fameuse chanson Mylène Farmer, Génération désenchantée, tout est chaos. Eh bien oui, tout est chaos. Tout est chaos. Le travail est chaos. La famille est chaos. Les amis, c'est chaos. Tout ce qu'on peut imaginer dans notre vie du quotidien, ben c'est chaos. Il faut tout repenser parce que tous les paradigmes, tout ce sur quoi et toutes nos certitudes d'avant n'existent plus. Et nos enfants, ben ne savent plus. Ils sont dans des situations, je dirais, il faut qu'ils traversent. Ils savent pas exactement parce qu'on ne sait pas exactement aujourd'hui ce que va être demain. Personne ne peut le dire. Notamment en termes de métiers. On sait très bien que plus de la moitié des métiers, ils sont formés aujourd'hui pour des métiers qui n'existent déjà plus. Donc c'est quand même, c'est quoi le travail? Ils ont vu souvent des générations qui ont beaucoup travaillé. Qu'est-ce que c'est que le travail aujourd'hui? Est-ce que, un exemple, Nicolas, à table, tout le monde a entendu, enfin moi, ma génération, en tout cas, j'entendais mon père qui disait, pour gagner sa vie, il faut travailler. Est-ce que c'est vrai aujourd'hui? Est-ce que ce sont ceux qui travaillent le plus qui gagnent le plus? Eh bien, moi, je dis que non. Et je vais même dire, et d'ailleurs, le Covid l'a bien montré. Je dis qu'on est à peu près tous dans des situations de rente et qu'il faut sortir de ces situations de rente et que la RSE fait les 17 ODD, ça fait partie de ça. C'est-à-dire qu'il faut laisser des choses et il faut laisser entrer aussi des personnes. Les jeunes en font partie. Et donc, bien sûr, on peut dire que quelque part, je reste là, je me représente une énième fois parce que les jeunes, etc. Est-ce qu'on leur donne envie? Quel est le désir? Ce sont des vrais fondements de civilisation, c'est-à-dire c'est là où on parle de philosophie, on parle de mindset quelque part. C'est ça qui doit nous occuper aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on leur a proposé à nos enfants? Si ce n'est depuis les années 80 de devenir des ultra-consommateurs. Donc le drame, c'est quand même les galeries marchandes qui sont fermées. Bon. Et c'est ça qui nous interpelle aujourd'hui. C'est pas les milliers de personnes qui ont Alzheimer. Ce qui nous interpelle, c'est que les galeries marchandes sont fermées. Donc la RSE, c'est ça. La RSE, c'est s'intéresser à l'autre
Et c'est s'intéresser aussi, avant tout, aux jeunes. Parce que qui est-ce qui a la vérité? Ben, ce sont les jeunes. J'ai déjà plus la vérité quelque part, parce que demain, je suis en partance, quoi. Voilà. Et il y a une relation aussi, la RSE, c'est aussi une relation avec la mort. Donc, et avec la vie, bien entendu, parce que les deux sont indissociables. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est là où je pense que la qualité, la RSE, et ça doit être, il doit y avoir un biais, finalement, où on va s'approprier ces sujets, mais de manière véritablement intellectuelle. Et quand je dis ça, je n'oppose pas intellectuel au petit patron, à la petite entreprise, etc. Pas du tout. Parce que la connaissance aujourd'hui, dans le monde néotique dans lequel nous rentrons, bien la connaissance, elle est pour tout le monde. Elle doit être pour tout le monde. Et tout le monde, toute sa vie. Ça aussi, ça fait partie de la RSE. C'est-à-dire que le système, comment on fait rentrer les salariés dans la RSE? On le fait rentrer le salarié dans la RSE en disant, bien écoute, tu es important. Tu es important et tu sais quoi? Je te respecte et je te comprends. Et je comprends tes difficultés parce qu'aujourd'hui, tu vois, ben, c'est compliqué chez toi. Voilà, parce que votre couple, ben, ça marche pas très, très bien. Et ça, c'est de la RSE. C'est s'intéresser à l'autre. Et à partir de là, ben, le salarié ou pas d'ailleurs, ça peut être un contractuel, ben, il comprend tout son intérêt. Il dit, ah, mais ça, c'est chouette. Et à partir du moment où il a du sens et du désir, il va venir à son travail et il va dire, ah, bien, on améliore mes conditions de travail. On sécurise mon poste. On me fait de l'ergonomie. On me propose même de travailler un peu moins, mais travailler différemment, de travailler mieux, etc. C'est ça la RSE. Personnellement, j'y suis rentré. Personnellement, ça fonctionne. J'ai des niveaux de performance qui s'améliorent chaque année. J'ai traversé, comme j'ai pu, et je dirais, je traverse encore comme je peux la période Covid, mais avec un chiffre d'affaires qui est ISO. Alors, je ne parle pas évidemment des professions qui sont, voilà, l'aéronautique, le restaurant, où là, bon, là, ça leur tombe dessus, c'est vraiment, voilà. Mais quelle est la solidarité? La RSE, c'est aussi la solidarité vis-à-vis de ceux qui ne peuvent plus travailler et qui ne peuvent plus donc vivre de leur travail. Donc, je voudrais élargir ce sujet de RSE à quelque chose de très philosophique. Ça veut dire quoi, Nicolas? Pour aller au bout, ça veut dire que si on veut rentrer dans la RSE, il faut laisser derrière soi des choses. Voilà. Et que peut-être que d'aller à l'île Maurice et d'avoir prévu d'aller absolument à l'île Maurice en juin, c'est pas une bonne idée. Voilà. Ce sont des choix en fait personnels, mais aussi des choix d'entreprise, de société. C'est ça aussi, justement, la crise sanitaire a changé pas mal de choses. C'est quelle société en fait on veut demain. Vous, Frédéric, pour vous, qu'est-ce que ça a changé en fait cette crise sanitaire par rapport justement à la vision que peuvent avoir les gens de la société, de ce que doit être justement le vivre ensemble et la société de demain? Alors, c'est marrant que vous posiez cette question parce que j'en parlais cet après-midi au bureau on a différentes activités, donc toutes connectées à l'économie sociale en entreprise adaptée ou en entreprise d'insertion. Et on a des activités où nous avons révisé nos pratiques commerciales, c'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, l'accès à nos clients ou prospects est complètement différent, donc il faut utiliser de nouvelles méthodes. Et on a des activités où les chargés d'affaires sont un peu plus âgés et gardent leurs pratiques historiques qui ne marchent pas. Et on n'arrive pas à les faire changer d'avis. En fait, les gens ne sont pas réfractaires au changement, ils n'aiment pas qu'on les change. Et c'est ce qu'on rencontre, en fait. Donc, nous, pour la crise sanitaire, quoi qu'il en soit, a changé nos pratiques de relation avec nos clients. Et je pense que c'est une opportunité aussi pour renforcer la relation client. Le numérique ne remplacera pas tout. Toutes les stratégies du digital en y mêlant donc la dimension humaine et la dimension numérique, c'est une très belle opportunité. C'est une belle opportunité aussi pour mieux former ceux qui sont en contact avec les clients et notamment les livreurs, puisque la vente en ligne se développe de plus en plus. Donc, il faut former les livreurs. Il faut faire des coalitions face aux gros acteurs de la messagerie qui ont des sous-traitants de rang 1, de rang 2, de rang 3. Donc, il faut que les territoires coalisent des acteurs de TPE qui font de la livraison, qui travaillent sur la cycle logistique, etc. Donc, pour moi, c'est une opportunité de changer nos méthodes. Mais maintenant, il va falloir accompagner nos salariés aussi dans la confiance et dans la sincérité, à ce qu'ils disent on y va, sans en maîtriser, on va dire, tout le jeu, mais qu'ils fassent confiance à la stratégie de la société, parce qu'on ne travaillera plus comme on travaillait auparavant, de toute manière.
On le voit. Donc, il faut qu'on innove, tout simplement. Et ensuite, dernier sujet, il faut être attentif aussi au poids économique des différents secteurs. Donc, en tant que membre associé de la Chambre de commerce Bordeaux-Gironde, en pleine élection consulaire, on a les poids économiques non seulement des territoires, mais aussi des branches, donc services, industrie et commerce. On a une baisse du poids économique du commerce, on a une petite croissance très très légère de l'industrie, mais surtout, on a une augmentation du service. Donc, le service, ça doit interpeller, c'est-à-dire que notre commerce baisse, le service augmente, alors qu'on veut renforcer nos centres-villes avec des commerces de proximité, et le gros enjeu, il est ici. Ouais. Lucie, qu'est-ce qui va bouger le plus dans le monde d'après, selon vous, dans les toutes prochaines années, là? Ah, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui va bouger? Je pense que dans le monde d'après, on va se recentrer un petit peu plus sur les choses essentielles. On l'a vu, c'est vrai qu'avec le Covid, on s'est rendu compte de ce qui nous tenait vraiment à cœur, en fait, parce qu'on nous a privés de tout. Voilà. Et en fait, on s'est rendu compte finalement de ce qui nous tenait à cœur. Et je pense que les personnes vont se recentrer sur ce qui leur tient le plus à cœur à tous les niveaux et ça peut être de ce fait différent. Mais je pense en effet que tout ce qui va être social et lien entre les gens va être plus important et va être plus demandé. Et les entreprises ont tout intérêt à plonger là-dedans pour se démarquer justement et montrer qu'elles agissent là-dessus. Les célébrations de certaines choses, de certaines réussites, de naissance, de mariage, de ce genre de choses qui ont manqué. Peut-être que dans les entreprises, on peut plus faire de grosses fêtes, mais il y a une autre manière de les mettre en avant. Et c'est ces petites choses-là, en fait, qu'on peut plus faire, qu'on peut plus célébrer, que les dirigeants doivent s'emparer de ces choses-là pour apporter un petit peu de baume au cœur, tant qu'on est encore dans ce monde d'aujourd'hui, en fait, avant même de parler du monde d'après. Et après, dans le monde d'après, ça sera adapter ces choses-là, en fait, au quotidien. Mais je pense qu'en effet, c'est toute cette connexion entre les gens qui va changer et qui va être plus forte qu'avant, peut-être. Je vais vous demander à tous les trois quelques idées justement de RSE qu'on pourrait mettre en œuvre, que ceux qui nous écoutent, là, les internautes, pourraient mettre en œuvre qui vous paraissent pertinentes. Denis? Moi, je pense qu'il faut redécouvrir l'intérêt de l'autre. C'est-à-dire être dans une forme, enfin là je parle en tant que dirigeant, hein, être toujours dans une forme d'exemplarité, c'est-à-dire que travailler un peu à l'ancienne, au sens où arriver avant ses salariés, c'est bien, par exemple. Avoir, même si on a des moyens différents, mais être dans une forme d'humilité et de frugalité dans son comportement. C'est-à-dire que d'avoir un très gros véhicule, je dirais, garé sur le parking et avoir une politique, je dirais, salariale très étroite, c'est compliqué. Je pense que ça sera de plus en plus compliqué. Je crois à cette exemplarité. Je pense à la vertu du comportement, quelque chose d'exemplaire. Donc c'est ce que moi j'engage, j'engage chacun à se remettre en question en fait, sur ses positions et de la frugalité. Voilà. Frédéric? Ouais, le véhicule, c'est vrai que c'est très français hein, de toute manière. Ça, c'est vrai qu'il y en a certains qui c'est très ostentatoire hein, pour certains dirigeants. Mais par exemple, il y a une entreprise qui est très connue dans la on va dire la libération de ses salariés en France, où le PDG avait offert une voiture de sport de luxe à son directeur général, et son directeur général, qui n'était pas très à l'aise, l'avait mis à la disposition de ses salariés qui faisaient des grands trajets. Voilà, c'était une boîte qui était accessoiriste dans l'automobile. Ils allaient souvent en Allemagne. Il avait mis à disposition de ses salariés cette voiture de luxe. Bon, moi je sais que j'ai une chouette voiture. Ben, s'il y a des salariés qui doivent la prendre, ils la prennent. Alors, je suis très à l'aise là-dessus. Moi, ce que je dirais aux entreprises, c'est que je leur dirais engagez-vous déjà pour répondre aux problématiques sociales qu'on a aujourd'hui. Problème avec des étudiants, voilà. Faites en sorte de pouvoir faire des immersions professionnelles avec des étudiants pour qu'ils se reconnectent un petit peu à la vraie vie, avec des relations sociales.
proposer des stages, c'est parce que coûte un stage, donc proposer des stages à des étudiants, et puis surtout, ouvrez vos portes à des personnes qui ont des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi en mettant en place des parcours d'inclusion avec des parcours de formation, en fait, pour donner la chance aussi à des personnes qui ne l'ont pas, alors personnes en situation de handicap ou d'autres, de pouvoir accéder tout simplement à un travail dans une entreprise. La question environnementale, aujourd'hui, je pense que tout le monde l'a saisi quand même dans nos organisations. Là où on a un gros sujet de mobilisation de l'ensemble des dirigeants, et tout le monde peut le faire à son échelle, c'est justement de favoriser le retour à l'emploi ou l'accès pour des immersions professionnelles à tous ces jeunes qui vont se retrouver et qui déjà pour certains se retrouvent en forte difficulté. Lucie? Alors, bon, sur le volet environnemental, même si c'est pas trop mon domaine, il y a une chose, c'est recycler les papiers, hein, parce que toutes les entreprises le font pas. Mais pour info, il existe des entreprises qui vous rachètent le papier recyclé. Donc, en plus, ça peut rapporter de l'argent. Voilà. Ça, c'est pour tous ceux qui pensent que ça sert à rien de le faire. Créer des chartes éthiques. Déjà, juste ça. Montrer de la valeur aux salariés avec des chartes éthiques. Faire un journal interne pour informer les salariés de ce qui est en train de se passer dans l'entreprise, tout simplement. Faire des réunions d'expression du personnel, avoir une vraie politique de gestion des compétences dans l'entreprise. Voilà, ça, c'est des petites choses, en fait, faciles à mettre en œuvre et qui sont pleinement de la RSE. Ah, je crois que nous en avons terminé. Par rapport justement, Lucie, aux jeunes générations, à votre avis, quelles sont leurs attentes justement en matière de RSE? Qu'est-ce qu'ils attendent d'une entreprise sur les questions de RSE? Alors, je m'étais posé cette question quand j'avais fait mon étude sur la RSE, justement, et je m'étais rendu compte qu'en fait, 72% de la génération Y accordait une énorme importance en fait à l'équilibre vie pro, vie perso, et rattacher cet équilibre-là justement à la RSE. Il y a ça, et après, une vraie valorisation des compétences et des grilles salariales. C'est quelque chose aussi qui ressort voilà, des études faites sur les jeunes générations. Et je me retrouve pleinement là-dedans aussi, bien évidemment. Parce qu'on le voit, hein, par exemple, sur les RSE, il y a la question de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Oui. On en est encore quand même très très loin. On a des écarts de 20%, ne serait-ce qu'en Nouvelle-Aquitaine. Ce sont des sujets quand même sur lesquels, qui peuvent paraître au XXIe siècle, en 2021, quand même un peu archaïques, sur lesquels on a du mal à avancer, hein. Oui, j'aborde ce sujet-là en cours avec les étudiants du CESI, justement. Et ce que je conseille aux dirigeants d'entreprise, c'est de créer des grilles de rémunération totalement objectivées. Voilà, un agent de terrain sur tel domaine doit avoir un niveau 1 ou un niveau 2 ou un niveau 3. Et là, il acquiert des compétences et donc en face, le salaire qui va avec, le coefficient en fonction de la convention collective qui va avec. Et ça, c'est ça aussi qui est attendu aujourd'hui. D'une part pour l'égalité, mais d'autre part aussi pour la visibilité. Ça permet quand le jeune va rentrer dans l'entreprise de lui dire, écoute, là, tu es là. Si tu veux aller là, il faut que tu acquières telle compétence, telle chose. Il saura vers où aller. Et là, c'est un vrai atout pour les jeunes parce que c'est vraiment ce qui est recherché en fait dans la jeune génération, de savoir où aller, comment y aller en fait, et ce que l'entreprise va lui apporter. Frédéric, c'est une vision qui vous paraît pertinente aussi parce que vous avez pas mal de jeunes dans l'entreprise. Vous voyez un peu quelles sont leurs attentes? Oui. Alors après, moi, j'ai pas de sujet sur la rémunération homme-femme parce que je pense qu'au niveau des TPE, je parlais plus globalement, effectivement. Voilà, on n'est pas tellement impacté, là-dessus. Après, nous, on a quand même une pyramide des âges qui est assez équilibrée. Alors après, on peut avoir un personnel vieillissant. C'est sur des personnes en situation de handicap qui arrivent chez nous des fois à 50 ans ou 48 ans, qui ont eu des inaptitudes. Mais on a énormément de jeunes. Les derniers recrutements, d'ailleurs, on a plusieurs stagiaires qui sont arrivés. Les dernières fonctions en communication ou en développement sont des premiers emplois pour des jeunes. Donc, l'équivalent, les salaires se font avec notre convention collective. Donc,
pour nous, c'est pas un sujet. Ça l'est de toute manière, c'est le sujet des grands groupes, hein, cette question de l'égalité salariale. Hein. C'est pas le sujet des TPE-PME. Hein. Je crois que ça se passerait très bien. Sauf que, voilà, on parle toujours de ces problématiques d'égalité salariale dans les grosses entreprises. Moi, j'ai toujours dit que j'aurais souhaité recruter un directeur général femme, et je pense qu'aujourd'hui, l'équilibre vie privée, vie professionnelle vont quand même dans le sens de l'implication des femmes dans des organisations qui savent équilibrer leur foyer, s'organiser avec les enfants, s'organiser avec leur mari, et elles demandent à être aux responsabilités. Et je trouve que même en termes de management, alors sauf des cas particuliers bien sûr, c'est souvent plus rond, voilà, malgré tout dans des réunions, c'est moins angulaire que des fortes personnalités dans des entreprises. Je suis d'accord avec Frédéric, hein, c'est-à-dire que ce sujet homme-femme, etc., ça ne concerne pas les PME. Hein. Nous, ce qu'on recherche, c'est la compétence. Hein. Donc, que la personne soit homme, soit femme, blanc, noir, petit, gros, j'en sais rien, enfin tout ce que vous pouvez imaginer comme caractéristique, je dirais, ou religieuse ou quoi que ce soit, ça ne nous intéresse absolument pas. Mais absolument pas. Ce qui nous intéresse, c'est la compétence. Donc, la personne est compétente ou elle n'est pas. Et à partir de là, si elle est compétente, elle aura le même salaire que ceux qui sont compétents. Et parce qu'il y a une obligation de résultat dans l'entreprise. Après, dans les grands groupes, c'est autre chose. On est sur des relations politiques, etc. C'est plus du tout les grilles de salaire sont pas les mêmes, etc. Par contre, la RSE favorise le recrutement. C'est-à-dire que l'une des problématiques de la PME, j'allais dire, petite entreprise, c'est que quelque part, on n'est pas très glamour. Hein. Les avantages, je dirais, sociaux, etc., sont pas les avantages. Sont pas les mêmes, les salaires sont pas forcément les mêmes, etc. On va retrouver une vie de famille, parfois, on va y retrouver plus de sens, on va retrouver beaucoup de choses, mais c'est vrai que c'est parfois plus compliqué. Il y a pas les moyens. Bon, donc à partir de là, c'est intéressant d'avoir de la RSE parce que c'est un moyen supplémentaire aussi, c'est une stratégie aussi de conquête, d'avoir des nouveaux talents dans l'entreprise. Ça, c'est évident. Les jeunes, notamment, qui sont très intéressés par un système vertueux RSE. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on doit mettre au final si on met des mots derrière les RSE, qu'est-ce que vous mettriez tous les trois derrière les RSE? Moi, je mettrais différenciation parce que ça fait évoluer l'offre de service, quoi qu'il en soit, parce que quand on commence à prendre en compte les impacts de ces décisions sur la société et sur son environnement, inévitablement, on fait évoluer ses pratiques. Parce que c'est important justement de savoir communiquer là-dessus après. Hein. C'est très très important parce que le rendre compte fait quand même partie des enjeux de la responsabilité sociétale. Le rendre compte, ça peut passer par une voie de communication, mais dès l'instant où elle est sincère et transparente, les gens il n'y a pas de problématique. Là où il y en a, c'est effectivement quand le marketing prend la place de la communication, et c'est là tout le sujet, c'est que le marketing, lui, il va des fois prendre des raccourcis. En accord avec Frédéric, hein, les mots transparence et communication, pour moi, c'est les bases de la RSE. Mais surtout, moi, à l'issue de cet échange, le mot pour moi qui serait important, c'est oser, en fait. Juste oser pour entrer dans le monde de demain. La RSE, c'est une manière d'oser et d'anticiper le monde de demain. Voilà. Donc, c'est mon mot. À chaque fois que je dis aux étudiants, je finis toujours par ce mot-là. Merci aussi, Denis. Oui, il y a beaucoup de mots qui conviendraient. Il y a la capacité à dire non, la capacité d'être dans une frustration et de soumettre sa volonté à quelque chose de plus grand. Donc, il y a un idéal. Naturellement, vous avez deux produits. Il y a un produit qui est moins cher que l'autre. Si vous donnez un peu plus d'argent sur le produit de droite qui est légèrement plus cher, eh bien, naturellement, vous aurez moins d'argent pour faire autre chose. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de la frustration, mais par contre, c'est de grandir. C'est aussi cette acceptation de grandir différemment et d'aller vers le mieux. Donc, il y a de l'humilité, j'en ai parlé tout à l'heure, bien entendu, ça fait partie. Il y a de l'éveil, de la conscience. Je pense qu'il y a aussi de l'amour à la vie, en disant, voilà, les situations n'est plus tenables aujourd'hui.
Hein. On voit simplement, et on parle de RSE, Frédéric sait bien tout ça, mais on a aussi cette problématique d'écart de revenus, des inégalités. Elles ont explosé. Explosé. Vous avez 200 personnes qui possèdent la moitié de la planète. C'est un truc de dingue, quoi. Donc, il y a quand même sortir de son confort, aller vers l'autre et dire maintenant ça suffit. Il y a quelque chose dans la RSE d'un peu révolutionnaire, hein, d'un peu, voilà, faut changer, quoi. Faut se transformer. Mais avant tout, se transformer soi-même. Merci beaucoup à tous les trois et merci beaucoup à tous nos internautes là, qui nous écoutent en ligne. On va peut-être passer la main pour conclure ces échanges à Sébastien Faure justement, et à Anne Dupont aussi, peut-être. Non, je vous laisse conclure, Nicolas. En tout cas, merci encore aux différents intervenants pour l'ensemble de leurs apports ce soir. On a vu sur le chat et sur les questions que le débat est très riche. Vous trouverez l'ensemble des documents, ressources et des données qui peuvent intéresser les participants dans un lien qui vous sera adressé automatiquement à la fin de cette table ronde, ainsi que bien sûr l'accès au replay du temps que nous venons d'avoir ensemble. Donc vous pourrez reprendre ce que vous auriez loupé dans les détails. Et puis enfin, comment ne pas vous donner rendez-vous sur les prochains apéros de Nouvelle-Aquitaine. Nous nous retrouvons déjà dans 15 jours sur un thème assez intéressant autour de la ludification et comment le jeu dans différents secteurs de la société, de la consommation, des interactions, peut apporter justement de nouvelles relations, de nouveaux effets cognitifs voilà, dans l'éducation, dans la santé, etc., dans l'industrie. Donc ça, c'est le 7 avril. Tout ça vous est rappelé également sur le chat. Et puis, au plaisir de vous retrouver sur notre prochain rendez-vous. C'était passionnant. Et puis, on espère que justement, vous avez trouvé aussi des voies pour vous lancer, pour ceux qui n'y sont pas encore sur les RSE. On vous a donné un certain nombre d'informations pratiques, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit, à travers ce que vous allez pouvoir retrouver dans le replay aussi, dans le chat. Et puis, on a vu aussi, à travers vos témoignages, que voilà, il y a énormément de choses, de marge de progression encore sur ces questions de RSE, et qu'il y a quand même des changements majeurs qui sont en cours, qu'il y a beaucoup de travail, mais que voilà, dans le fameux monde d'après, on devrait voir probablement davantage de RSE. Et tout ça est un enjeu sociétal, puisque c'est à nous, quelles que soient les générations, de co-construire tout ça ensemble. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci pour votre invitation. Merci. Au revoir. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.